Donc, séance numéro 9, paramètre numéro 9 aussi, donc demande biochimique en oxygène, la DBO. La DBO, c'est, vous voyez de temps à autre marqué à côté DBO 5 en indice, le chiffre 5, ce qui veut dire l'analyse de la DBO en 5 jours. Alors, la DBO, c'est la demande biochimique. Bio, ça veut dire tout ce qui a été consommé en oxygène d'une manière biologique, ça veut dire la consommation des bactéries. Et chimique, c'est tout ce qui est consommé par les réactions chimiques lors de la dégradation de la matière organique. C'est pour cette raison on l'appelle biochimique, et pas chimique d'un côté ou biologique d'un côté, donc c'est biochimique. Alors, qu'est-ce que c'est que la DBO? C'est, comme je l'ai dit, la quantité d'oxygène consommée lors de la dégradation pendant 5 jours. Comment on réalise l'essai? On prend un flacon dédié à l'analyse de la DBO et on met une quantité d'eau, à peu près la moitié. On laisse de l'air, bien évidemment, parce que ça contient de l'oxygène. Et on incube pendant 5 jours à 20 degrés Celsius et à l'obscurité. Ça veut dire il n'y a pas de lumière. Alors pourquoi 5 jours? C'est parce que les bactéries doivent premièrement s'adapter au milieu, ça veut dire l'eau usée, les conditions de l'essai. 2, il doit y avoir la multiplication de ces bactéries, en nombre bien évidemment. Et troisième des cas, c'est la dégradation. Donc là, tout ceci, ça nécessite 5 jours exactement pour que ça se réalise. Il y a des DBO par exemple de 21 jours, mais ça c'est pour des eaux usées bien évidemment difficilement biodégradables. Mais pour les eaux usées domestiques, la DBO 5 est celle qu'on utilise la plupart des cas. Voilà. Alors la DBO est définie comme la quantité d'oxygène consommée dans les conditions de l'essai, c'est-à-dire après incubation, durant 5 jours, on a expliqué pourquoi. 20 degrés Celsius, c'est à peu près la température dans les bassins qui se trouvent dans les stations d'épuration, et dans l'obscurité, comme vous le savez bien, dans les bassins des stations d'épuration, les eaux usées sont très chargées en matière organique et en matière en suspension. Et par conséquent, à part les 5 ou 10 premiers centimètres de la surface de l'eau, le reste, bien évidemment, il y a le noir, soi-disant le noir absolu, il y a de l'obscurité. Pourquoi? Parce que des rayons lumineux n'arrivent pas au fond. Alors, cette consommation est réalisée par certaines matières, généralement des matières organiques présentes dans l'eau, principalement pour assurer leur dégradation par voie biologique. Donc, je dis principalement, ça veut dire que là, l'effet des bactéries est le plus dominant. Alors, bien évidemment, il y a des réactions d'oxydation chimique, mais le plus dominant, c'est le procédé de dégradation par voie biologique. Alors, la mesure de la quantité d'oxygène consommée est suivie dans une solution ensemencée ou non. Ensemencée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas où nous avons un échantillon d'une eau usée fraîche, donc ça veut dire qu'elle venait d'être jetée et ça ne contient pas énormément de bactéries. Ça doit contenir des bactéries, c'est sûr, mais la quantité est faible. Alors là, si on veut attendre 5 jours, c'est peut-être l'adaptation va prendre 1 jour à 2, par la suite la multiplication, et on va tout arrêter au 5e jour. Donc c'est pour cette raison-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ensemencer cette eau. Ensemencer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va y aller au niveau de la steppe, au niveau du bassin biologique, et on va récupérer une quantité de boue. Les boues, c'est là où les bactéries se concentrent, et on va mettre cette quantité de boue qui est très chargée en bactéries dans l'eau avant l'analyse de la DBO. Autrement dit, on a l'eau qui contient la matière nutritive et on a la boue qu'on a ramenée de la steppe qui contient les bactéries. On va mélanger les deux et là, on va appeler cette solution, c'est une solution ensemencée. Quand est-ce qu'on ne peut pas, on n'est pas obligé d'ensemencer? Donc là, dans le cas où on a une eau non ensemencée, c'est dans le cas où nous avons un échantillon qui nous venait de la steppe elle-même, par exemple, ou dans un réseau d'assainissement très complexe. Autrement dit, le développement bactérien a eu lieu dans le réseau d'assainissement.
Donc, par conséquent, dans ce cas-là, on n'est pas obligé, surtout si c'est un échantillon de la steppe elle-même, on n'est pas obligé de l'ensemencer parce que les bactéries se trouvent déjà dans l'eau. Alors, le test de la DBO a constamment fait l'objet de discussions, donc beaucoup de discussions et beaucoup de problèmes d'interprétation, améliorés et précisés dans des conditions de pH, de température, de salinité bien déterminées. Donc là, on a essayé un petit peu de standardiser, si vous voulez, l'analyse. On a des conditions de pH bien déterminées, ça veut dire vous devrez faire l'analyse à telle valeur de pH. La température, donc comme vous le savez bien, on a fixé la 20 degrés, et de salinité bien déterminée, donc autrement dit, on mesure la salinité et on la corrige au cas où avant de démarrer le test. Donc, il constitue cependant un moyen valable de l'étude des phénomènes naturels et de destruction des matières organiques. Donc là, ça nous donne une idée sur la dégradation de la matière organique. Alors, pourquoi il y a ces discussions-là? On va le voir ici. Alors, les difficultés d'application, bon, là, c'est pour comment on peut réaliser l'analyse, ça veut dire d'une manière expérimentale. L'interprétation des résultats, donc là, comment expliquer un tel ou un tel résultat, la reproductibilité des résultats, ça veut dire le fait d'avoir la même chose avec plusieurs essais, sont liés à quoi? Sont liés au caractère biologique de la méthode. Alors, comment? Alors, ces discussions-là, c'est qu'en fait, ces discussions, c'est dû, comme je l'ai dit, exactement au fait que si on souhaite faire un test ou des tests de DBO pour un seul échantillon, on n'est pas censé trouver le même résultat trouvé par plusieurs groupes. Autrement dit, en TP par exemple, on vous donne le même échantillon, on n'est pas censé trouver la même valeur, ça veut dire une valeur précise pour tous les groupes. Il va y avoir une différence. Cette différence est due à quoi? Est due à plusieurs paramètres qu'on ne peut pas bien évidemment contrôler. Par exemple, quelqu'un qui prend tout le temps le flacon lors de l'essai, lors de la préparation de l'analyse, il garde toujours le flacon dans la main, par exemple. Il va réchauffer le flacon, il va réchauffer bien évidemment le milieu. Quelqu'un qui travaille proche au soleil par rapport à un autre, par exemple quelqu'un qui est proche d'une fenêtre, ou par exemple le soleil tape sur sa paillasse, par exemple. Il va y avoir quelqu'un qui va, je sais pas, qui va verser la solution plus rapidement par rapport à un autre et tout. Et bien évidemment, ceci, ça donne des problèmes d'interprétation des résultats. C'est que par exemple, j'en ai par exemple 8 groupes et j'en ai 4 types de résultats. Donc comment on peut expliquer ceci, cette différence? La reproductibilité, ça veut dire si je demande au même groupe de relancer un autre test, on n'est pas censé obligé de trouver la même valeur que le premier test. Et tout ça, c'est dû à un caractère très spécial qui est le caractère biologique de la méthode. Pourquoi? C'est parce qu'on est en train de manipuler des bactéries. Et des bactéries, c'est des êtres vivants. Et bien évidemment, tout être vivant a soi-disant des choses qui peuvent le perturber et qui peuvent perturber son fonctionnement et son travail. Alors là, c'est par exemple, comme j'ai dit, quelqu'un qui prend le flacon avec la main, donc il va réchauffer, donc les bactéries vont avoir une température plus élevée par rapport aux autres groupes. Sur une paillasse exposée au soleil, la même chose. Quelqu'un qui verse la solution rapidement, donc là, il va y avoir de l'agitation. Et tout ceci, ça peut provoquer soit un développement accéléré des bactéries, soit qu'il va y avoir un retard de développement des bactéries. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle un stress bactérien. Un stress bactérien, c'est que les bactéries vont être stressées, vont être, soi-disant, dérangées par un tel ou un tel paramètre. Alors la courbe, donc là, ce qu'on peut garder en tête, c'est qu'il y a énormément de discussions, donc ça veut dire que de temps à autre, on peut avoir des problèmes, et c'est dû au caractère biologique de la méthode. Pourquoi? Parce qu'on est en train de manipuler, comme je dis, des bactéries.
Alors, la courbe de la consommation d'oxygène est d'abord faible, puis s'élève rapidement jusqu'à un plateau. Donc, pourquoi? Parce qu'au début, c'est faible, parce que vous avez un nombre de bactéries qui est faible. Ça augmente, parce qu'il va y avoir multiplication des bactéries et dégradation de la matière organique, donc ça nécessite de l'oxygène pour la respiration bactérienne. Et un plateau, ça veut dire la courbe va se stabiliser avec une ligne horizontale, et donc ceci c'est dû à une consommation soi-disant fixe des bactéries. Alors l'oxydation de la matière organique n'est pas le seul phénomène en cause, il faut y ajouter l'oxydation des nitrites et des sels ammoniaco. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dégradation par voie biologique c'est la plus importante, c'est la plus dominante, mais il y a aussi des oxydations chimiques, telles que par exemple l'oxydation des nitrites et des sels ammoniaco. Donc là, toujours, ça contient de l'azote. Alors, la réaction d'oxydation carbonique peut s'écrire de cette manière, en tant que réaction, soi-disant, comme une réaction chimique. La matière organique plus l'oxygène de respiration, bien évidemment, plus les micro-organismes, plus les éléments nutritifs. Donc ça, c'est, soi-disant, le démarrage. Et par la suite, vous avez des produits de biodégradation. Produits de biodégradation, ça veut dire la dégradation biologique va donner lieu à des éléments minéraux, parce que là, le démarrage, c'était de la matière, les éléments nutritifs, c'est de la matière organique. Alors là, qu'est-ce qu'on aura? On aura le CO2, qui est le gaz carbonique, on aura le H2O, l'eau, issue des réactions de minéralisation. Nous aurons le NH3, l'ammoniac, à l'état bien évidemment gazeux, qui va se solubiliser dans l'eau et va donner la forme NH4+, et ainsi de suite. Et bien évidemment, il y a de la biomasse bactérienne. La biomasse bactérienne, c'est la même chose qu'ici, sauf que là, on a noté micro-organismes, ça veut dire une quantité limitée, et là c'est biomasse bactérienne. Pourquoi? Parce qu'il y a une masse très importante de matière biologique, et c'est exactement en bactéries. Donc c'est ce qu'on nomme dans le jargon, si vous voulez, des gens qui font du traitement des eaux, la biomasse bactérienne, c'est qui est la boue, la boue qu'on va faire, mais évidemment précipiter ou décompter par la suite. Alors, comme la dégradation de la matière organique se fait par les bactéries, donc la détermination de la DBO est également influencée par la nature, c'est-à-dire le type, et la quantité d'organismes ou de micro-organismes présents. Donc là, le type, c'est est-ce que c'est adapté à la matière organique qui existe dans le milieu ou pas. Et la quantité, bien évidemment, le départ, c'est très peu, et par la suite, ça va se multiplier, bien évidemment, suivant les conditions. Et d'autre part, il est important de réaliser la détermination avec des organismes adaptés à la nature de matière organique présente dans l'échantillon. Bien évidemment, la biodégradation de la matière organique se fait par des organismes bien adaptés. Ça veut dire qui, si on peut le dire comme ça, qui adorent ce milieu et qui peuvent vivre dedans. Donc, il y a des difficultés, par exemple, de dégrader les eaux usées qui contiennent des éléments nocifs, des éléments toxiques, par exemple, des eaux usées industrielles. On ne peut pas les dégrader par voie bactérienne. Pourquoi? Parce que les bactéries ne peuvent pas vivre dans le milieu. Donc là, il faut que ce soit des micro-organismes adaptés à la matière organique qui existe dans le milieu. Dans le cas contraire, donc là, la valeur mesurée en DBO5 ne donne aucune indication de la biodégradabilité de l'effluent concerné. Donc, dans le cas où on utilise des bactéries, par exemple, on réalise l'ensemencement avec des bactéries qui ne tolèrent pas la matière organique qui se trouve dans le milieu, par exemple pour le cas d'une eau usée industrielle, la valeur qu'on va avoir de la DBO5 n'a aucune indication sur la biodégradabilité de l'effluent. Ça veut dire que la valeur qu'on va lire, la valeur du résultat, n'a aucun lien avec ce qui se passe bien évidemment dans la réalité. Pourquoi? Parce qu'on est en quelque sorte loin des conditions de biodégradabilité normales. Alors cette exigence d'une flore bactérienne adaptée, donc une flore bactérienne adaptée, est facile à réaliser avec les eaux résiduaires, donc les eaux urbaines. Les eaux urbaines, c'est facile de faire cette analyse. Pourquoi?
Parce que ces eaux-là, elles contiennent déjà cette flore. Donc ça veut dire que les bactéries sont déjà là. Et c'est facile, bien évidemment, de réaliser cette analyse sans ni ensemencer, ni avoir de problème d'adaptation. Mais cela peut être très délicat avec certaines eaux résiduaires urbaines, telles que des eaux qui, en plus, ne contiennent pas de micro-organismes susceptibles de biodégrader les composés présents. Ça veut dire que ça ne contient pas des bactéries. Et en plus, ça peut contenir des substances inhibitrices. Ça veut dire que c'est des molécules qui sont toxiques vis-à-vis de la flore bactérienne ou posséder des conditions de milieu inadaptées à la survie et à la croissance des micro-organismes. Alors, ceci, c'est un petit peu très spécial. C'est dans le cas des eaux résiduaires urbaines, ça veut dire des eaux domestiques, il y a possibilité de ne pas avoir des bactéries. Suite à quoi? Suite, par exemple, à des conditions soit physiques, soit chimiques. Par exemple, ces eaux usées ont une température très élevée, ont un pH très acide, par exemple. C'est dû à quoi? C'est dû au rejet, bien évidemment, dans le réseau d'assainissement de quantité d'eau généralement qui venait d'un milieu industriel. Donc c'est une température trop élevée ou un pH très bas et ainsi de suite. Et donc là, c'est sûr qu'on n'aura pas de bactéries dedans. Pourquoi? Parce que le milieu est pas bon pour le développement bactérien, forte température ou pH très basique, très acide par exemple. Alors, ça peut même aussi contenir des substances inhibitrices, ça veut dire que c'est des molécules qui vont arrêter ou stopper, si vous voulez, le développement des bactéries, telles que des molécules toxiques par exemple. Donc là, une bactérie ne peut pas vivre dans un milieu toxique. Par conséquent, son développement va être arrêté et donc la biodégradation de la matière organique ne peut pas être réalisée. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, un milieu inadapté, tel que par exemple une variation de pH, une variation de la teneur en oxygène. Donc là, tout est noté ici, le pH, teneur en oxygène, l'absence de nutriments par exemple, la salinité, la température, tout ce que vous voulez. Donc là, ce sont des paramètres qui peuvent influencer la présence des micro-organismes dans le milieu. Là, ces substances peuvent être inhibitrices au développement des bactéries, ça veut dire qu'ils peuvent arrêter leur croissance, arrêter leur multiplication. Et bien évidemment, ces changements-là peuvent nous donner un milieu inadapté à la survie et à la croissance des micro-organismes. Donc, je le répète encore une fois, je parle toujours des eaux résiduaires urbaines, ça veut dire des eaux usées domestiques. Alors, je l'ai dit lors des dernière séance, c'est que le problème, c'est que ces eaux usées urbaines, dedans, il y a une dose d'eau résiduaire industrielle. C'est que en plein cœur de la ville, il y a des unités industrielles implantées dans la ville. Alors, je ne dis pas qu'il y a des usines, mais il y a par exemple des mécaniciens, il y a des gens qui travaillent de la soudure par exemple, il y en a des gens qui font de l'industrie chimique à petite échelle, hein, la fabrication de produits de nettoyage, la fabrication de savon, tout ce que vous voulez. Et donc là, à la fin de leur procédé industriel, ils peuvent injecter dans leur réseau d'assainissement des eaux de lavage, des eaux de nettoyage de leur installation. Et donc par conséquent, ils vont perturber en pH, en teneur en oxygène, par exemple la température plus élevée, donc moins d'oxygène. L'absence de nutriments, donc dans cette eau, il n'y a pas de matière organique. Généralement, ça contient énormément de sels minéraux et d'hydrocarbures, tout ce que vous voulez, mais très peu de matière nutritive. La salinité, par exemple, si quelqu'un a une petite unité industrielle qui travaille, par exemple, qui fait des fromages, par exemple, d'une manière artisanale, donc là, il va injecter dans le réseau des quantités de sel très importantes et ceci va avoir un effet sur le développement des micro-organismes. Alors, avant l'analyse d'eau brute, celle-ci est tamisée
est décompté pendant 2 heures. Donc là, tamisé pour enlever bien évidemment s'il y a de la matière en suspension en grande taille. Et décompté pendant 2 heures, c'est pour le test de décontation qu'on a vu auparavant. Et par la suite, on n'aura que de l'eau. Pour la détermination de la DBO, on dispose de 3 méthodes. Donc méthode par dilution, méthode sans dilution et méthode instrumentale qu'on va essayer de voir sur la diapo suivante. Donc par dilution, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va en fait prendre l'eau usée et la diluer avec une eau qui ne contient pas de matière organique. Donc là, qui consiste à mesurer l'oxygène consommé en 5 jours par un échantillon riche en matière organique dilué avec une eau saturée en oxygène dissous. Donc ça veut dire que on va injecter une quantité d'eau à analyser, on la mélange avec une eau qui ne contient pas de matière organique et qui contient énormément de germes, donc on commence avec des germes, hein, il y a des bactéries dedans, et saturé en oxygène dissous, ça veut dire qu'on a fait barboter par exemple de l'oxygène dedans, donc, afin de la saturer en oxygène, comme ça on facilite le développement des germes. Puis placé dans une enceinte thermostatée à 20 degrés, comme c'est le procédé normal. Donc là, par dilution. Pourquoi par dilution? Parce que les eaux usées sont très riches en matière organique. Donc là, on aura des valeurs de DBO5 très très élevées et donc là, ça peut nous provoquer des erreurs. C'est qu'à un certain moment, on va dire que peut-être que si on avait dilué, on pourrait avoir un résultat meilleur. Donc c'est pour cette raison-là, on va diluer et en plus, cette dilution-là, ça va nous aider à apporter de l'oxygène dans l'eau et les bactéries aussi. Méthode sans dilution, donc ça veut dire que c'est direct, la détermination de la DBO sans dilution préalable et peu adaptée pour les eaux usées. Donc là, pourquoi? Parce que les eaux usées sont très riches en matière organique. Elle a été développée pour les eaux naturelles de faible DBO, telles que les eaux par exemple de rivières, les eaux de barrages et ainsi de suite. Cette méthode est applicable pour les échantillons dont la DBO5 est inférieure à 6 mg par litre d'oxygène. Donc là, si on savait que par exemple lors des dernières analyses que la DBO5 est inférieure à 6 mg par litre, on préfère que la méthode utilisée, c'est une méthode sans dilution. Ça veut dire qu'on prend l'eau telle qu'elle est et on l'utilise lors de l'analyse. Bien évidemment, comme je dis méthode par dilution, bien évidemment le facteur de dilution est pris en considération. Par exemple, si je mets 1/5 avec 4/5 d'eau qui contient de l'oxygène et de germes, la valeur qu'on va obtenir, bien évidemment, je dois la multiplier fois 5. Donc là, le facteur de dilution. Pourquoi? Parce que l'analyse a été faite, par exemple, pour 500 ml, mais dedans, il n'y a que 100 ml d'échantillons analysés. Le reste, c'était de l'eau qui ne contenait pas de matière organique. Donc, par conséquent, on doit prendre ce facteur de dilution en considération. La troisième méthode, c'est les méthodes instrumentales. Donc là, ces méthodes sont divisées des méthodes respirométriques. Respirométrique, ça veut dire qu'on pointe, si vous voulez, la respiration bactérienne. Ça veut dire qu'on est en train de mesurer la quantité d'oxygène utilisée par les bactéries lors de leur respiration par des moyens expérimentaux. Donc là, des méthodes respirométriques permettant de suivre automatiquement l'évolution de la DBO au cours de l'oxydation des matières organiques contenues dans l'eau. Donc là, on va suivre d'une manière automatique. Comment? Alors l'oxygène apporté au milieu peut être fourni par une pompe doseuse. Donc là, une pompe qui va injecter de l'oxygène, une pompe doseuse qui va injecter l'oxygène dans le flacon à partir d'un réservoir d'oxygène pur à la pression atmosphérique. Et donc là, à la fin de l'opération, c'est la pompe doseuse qui va nous donner le résultat, combien on a injecté d'oxygène. Alors ces conditions se rapprochent des conditions réelles de l'auto-épuration d'une eau usée. Pourquoi? Parce que dans le cas d'une auto-épuration des eaux usées, c'est que l'eau, par exemple, dans une rivière, elle va être épurée en elle-même, hein, avec une quantité d'oxygène qu'elle va solubiliser
de l'air et avec bien évidemment l'agitation dans la rivière. Donc là, l'auto-épuration, gardez-le en tête, c'est dans le cas où nous avons une eau qui va bien évidemment être en mouvement généralement et il va y avoir dégradation de la matière organique dedans et donc dans le temps, on aura une qualité d'eau qui va s'améliorer. Et donc là, c'est de l'auto-épuration. Alors, la diminution de l'oxygène consommé lors de la biodégradation de l'échantillon, provoque une diminution de pression mesurée à l'aide d'un manomètre. Il y a possibilité aussi d'avoir, par exemple, un style de manomètre comme ça. Donc là, c'est ce qu'on appelle la première génération du montage, des montages de la mesure de la DBO5. Vous avez ce tube-là, qui est normalement avec le niveau le même niveau sur le U, bien évidemment, du tube, avec la consommation d'oxygène. Donc là, on a pompé, les bactéries ont pompé l'oxygène qui se trouve dans le tube, et par conséquent, on a eu cette delta H, cette variation du niveau, et donc là, qui va nous informer qu'il y a une consommation d'oxygène, et on peut même déterminer la quantité en la liant à la pression, bien évidemment, mesurée à l'aide de ce manomètre. Donc là, piézométrique. Alors, plusieurs appareillages sont commercialisés pour la mesure de la DBO. Certains permettent d'enregistrer une dépression, donc par exemple celui-là ou même celui-là par exemple. D'autres enregistrent la quantité d'oxygène fournie. Donc là, on revient au type qui contient des pompes doseuses pour rétablir au fur et à mesure des besoins de la pression, la pression initiale d'oxygène. C'est le système, bien évidemment, respirométrique. Donc, c'est qu'on est en train de suivre la respiration des bactéries dans le milieu en leur favorisant la quantité d'oxygène nécessaire pour leur survie. Donc là, il y a une différence de pression. Donc là, c'est une consommation. Là, par exemple, on est en train de mesurer la pression à l'intérieur. Il y a possibilité aussi de parler, comme je l'ai dit, de pompe doseuse qui injecte et qui note ce qui a été injecté. Alors, l'échantillon d'eau introduit dans une enceinte thermostatée, donc là, c'est les flacons qu'on va mettre bien évidemment dans les étuves afin de fixer la température à 20 degrés Celsius lors de l'incubation. Donc, en présence d'air, l'air, c'est comme je l'ai dit auparavant, on remplit même pas la moitié, donc là, on garde à peu près 2/3 vide. C'est pour garantir une quantité d'oxygène nécessaire à la survie et à la respiration des bactéries qui se trouvent dans l'eau. Alors, les micro-organismes présents consomment l'oxygène dissous qui est remplacé en permanence par l'oxygène en provenance du volume d'air situé au-dessus de l'échantillon. Donc là, ici, il y a de l'air, il y a de l'oxygène qui va remplacer l'oxygène consommé. Bien évidemment, dans l'eau, il y a un équilibre entre la concentration d'oxygène dans l'eau et dans l'air, dans un milieu bien évidemment fermé comme celui-là. Alors bien évidemment, ce que vous devrez aussi marquer, c'est cet instrument-là, qui est ici en noir. Là, c'est une sorte alors si je peux le dire comme ça, c'est une sorte de petit bécher suspendu, si vous voulez le dire comme ça. Donc, c'est une sorte de cuvette dans laquelle on doit mettre de l'hydroxyde de potassium. De l'hydroxyde de potassium, donc c'est KOH. Alors, pourquoi on doit la mettre? C'est pour pouvoir capter l'anhydride carbonique, c'est le CO2. Pourquoi? Parce que lors de la respiration bactérienne, ils vont consommer de l'oxygène et ils vont rejeter le CO2. Si on n'enlève pas le CO2 libéré dans cette partie d'air qui se trouve dans le flacon, le milieu va devenir très concentré en CO2 et donc par conséquent les bactéries vont mourir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met ce système de cuvette, c'est une sorte de bécher suspendu si vous voulez, c'est une sorte de cuvette qui contient du KOH, l'hydroxyde de potassium, qui va fixer le CO2. On va voir sur la diapo suivante l'illustration.
Alors voilà, donc ça c'est le système que nous avons pour le mettre dans l'étuve afin qu'il soit thermostaté. Donc c'est quoi exactement? Là vous avez des flacons au nombre de 6, 1, 2, 3, 4, le cinquième est là et le sixième, donc 6. Et qu'est-ce qu'on a? On a ce socle-là qui peut tenir les flacons. On met la quantité d'eau nécessaire, okay? On met un barreau magnétique, okay? Et on bouche pour qu'il n'y aura pas, bien évidemment, échange avec l'air. Okay? Tout ce bloc-là, on va le mettre dans l'étuve. Voilà, vous voyez par exemple la grille, une sorte d'étuve. Et là, à l'intérieur, ce socle-là, on va le mettre sur une autre partie qui contient un agitateur magnétique. Un agitateur magnétique plat, bien évidemment. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tous les manomètres, tout est fait, bien évidemment, pour que ce socle-là prenne une place exacte sur la partie qui se trouve à l'intérieur. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les flacons les barreaux magnétiques vont commencer à tourner dans les flacons. Okay? Et là, on fixe la température et on ferme. Et à chaque fois, on peut lire. Donc là, si vous voyez 5 days, donc là, 5 jours d'analyse et la valeur de la DBO qui est ici de 70 mg par litre. Donc tout est direct, bien évidemment. On peut lire la chose directement. Alors ça, c'est l'illustration de la petite cuvette que je vous ai montré sur la diapo précédente, là, la forme de petit bécher. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est soi-disant une partie du bouchon. Et là, vous voyez des perforations, c'est pour qu'il y aura un échange avec le milieu qui se trouve dans le bocal. Donc là, on met de l'eau, on met ce bouchon qui est ouvert par là et qui est ouvert du haut, on met dedans le KOH et on le bouche. Okay? Donc comme ça, ceci c'est ouvert vers l'intérieur du flacon. S'il y a du CO2, il va être piégé par le KOH et on le gardera bien évidemment dans cette cloche, si vous voulez.